Bonjour, ici Armand Charret. Bienvenue à l'émission À votre service. Cette semaine, nous allons discuter avec nos invités de grands rendez-vous de la santé avec M. Martin Simard de la ville de Baie-Saint-Paul, qui est effectivement dans l'organisation. Et il est accompagné d'une personne qui s'appelle Naomi Labbé, qui, vous allez voir, elle est très motivée et vous allez vous en rendre compte de par son témoignage pourquoi elle est très motivée. Très intéressant, je vous invite à l'écouter. Monsieur Daniel Guay sera notre prochain invité également, qui lui va nous parler du Centre d'études collégiales en Charlevoix, où il se passe de très belles choses ici dans Charlevoix. Et enfin, Madame Joanne Vigneault, qui est la directrice de l'espace muséal de Baie-Saint-Paul, qui va nous parler de la saison 2016. Bonne émission! Alors aujourd'hui, à l'émission à votre service, on reçoit M. Martin Simard de la ville de Baie-Saint-Paul et Naomi Labbé, qui est particulière parce qu'effectivement, elle a une expérience de vie très enrichissante qu'elle va venir nous partager. Alors, bienvenue à l'émission. Merci. On vous reçoit dans le cadre des grands rendez-vous santé qui vont avoir lieu très bientôt ici à Baie-Saint-Paul. Oui, exactement. Le grand rendez-vous, ça en vient assez rapidement. On parle du 22 mai. Donc, on avance progressivement. Notre date qui est très importante, ça va être notre 41e édition. 41e édition. C'est plus vieux que TVCO, ça. C'est presque plus vieux, mais c'est un événement que la Ville de Baie-Saint-Paul a pris un peu en charge depuis plusieurs années. Et il se fait un devoir de le revenir à chaque année en raison que c'est un événement vraiment familial à la base. On a différents événements, des distances qui qui donnent la possibilité à différents gens qui veulent s'évaluer ou se rencontrer dans une atmosphère de fête. Donc, c'est vraiment une fête de l'activité physique. C'est de la marche, c'est de la course, c'est un mélange de tout. C'est ça, c'est de la marche, c'est de la course. On a aussi, au travers de ça, des structures gonflables, de l'animation musicale. Donc, c'est vraiment une belle journée là, qu'on offre à la population de Charlevoix et aussi tout le Grand Québec. Cette course-là, cet événement-là est sanctionné au niveau des circuits provinciaux ou des circuits régionaux. Donc, ça donne la possibilité à des coureurs de l'extérieur et aussi des clubs de marche de l'extérieur de venir découvrir Charlevoix et Baie-Saint-Paul surtout avec ses beautés. Et ça permet justement, comme on a mentionné, de vraiment de s'évaluer et de se rencontrer. C'est de promouvoir les saines habitudes de vie. Carrément. Puis là, quand on parle de saines habitudes de vie, on a Naomi Labbé qui dans le fond, va servir, sans dire d'exemple, à ceux qui sont en pleine santé puis qui ne participent pas. Bien là, Naomi, elle s'en vient, dans le cadre de cet événement-là, donner son implication, son 100 parce que Naomi, tu as eu une maladie. En fait, tu as été diagnostiquée faussement, malheureusement, dans ta jeunesse. Aujourd'hui, tu souffres de... Comment ça s'appelle? Dystonie. Oui. Et de fait, initialement, on avait prévu ou anticipé que c'était carrément de la dystrophie musculaire. C'est pas le cas. Non, pas tout. Puis dans le fond, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Parce que de fait, dystrophie musculaire, on me dit que c'est dégénératrice en termes de maladie. Mais là, parce que c'est la dystonie, bien là, on peut s'orienter vers des meilleures habilités physiques et autres, là. Puis pour une guérison potentielle. Oui. Toi, ça fait depuis que tu es jeune, tu es en fauteuil roulant, depuis que tu es toute jeune, dans le fond, tu vis comme ça. Mais dans le cadre de cet événement-là, tu viens participer. Tu es une porte-parole, bien sûr, mais en même temps, tu vas venir participer parce que tu vas y mettre ton effort particulier. Oui. Hein? Dans le fond, je me suis mis comme défi de faire les 200 derniers mètres en marchant avec ma marchette. Ce qui n'est pas habituel pour toi, là. Non, ce qui n'était pas habituel pour moi, mais je suis capable. Dis-moi, au fil du temps, là, parce que bon, je veux dire, on est diagnostiqué, comment qu'on vit ça, ces choses-là? C'est sûr que avec ma vie avant, puis ma vie maintenant, c'est un grand changement pour moi.
à 100%. À ce moment-là, je vis ma vie à 100%. OK. J'aime ma vie. Et oui, j'imagine que tu aimes la vie, puis d'autant plus que, tu sais, Oui. des fois, on est en santé, puis on n'a pas conscience du fait que parce qu'on est en santé, on prend les choses pour acquis. Oui, Là, toi, ça a été un combat continuel, là. oui. Puis, dans les fêtes, est-ce que ça t'a retardé par rapport, je sais pas moi, à l'école, par rapport à des choses? C'est sûr que oui. Mais là, je finis mon secondaire cette année. OK. Après ma 7e année secondaire, Quel âge as-tu, là? 19 ans. 19 ans, OK. Oui. Alors, tu finis ton secondaire? Oui, après ma 7e année. OK. C'est ma 7e année. Puis, j'imagine, as-tu des ambitions de poursuivre des études puis d'aller loin? Oui. Oui. L'année prochaine, là, je vais avoir au cégep OK. en éducation spécialisée. En éducation spécialisée. Aussi, ici, dans le champ de bois. OK. Et puis, pour en arriver peut-être à quoi? Travailler et à aider d'autres personnes? Oui. Ah, bien, regarde, c'est le fun. Puis, Oui. je pense qu'elle va avoir un message qui va porter. Oui, oui. Je voulais, c'est sûr que cette année, nous, là, la distro marche, la dystrophie, on s'est associés et ce qui est important de comprendre, c'est que ça rentre vraiment carré dans notre mission. Tous les gens peuvent participer à cet événement-là et on se fait un devoir aussi de sensibiliser la population à l'importance d'être capable de bouger et de marcher et de courir et d'avancer dans la vie. Et on parle de défis, on a vraiment un exemple là, concret et c'est pour ça un peu qu'on organise des événements. C'est que les gens, il faut les sensibiliser à bien des choses, mais il faut en profiter, puis il faut essayer d'aller de l'avant dans la chose. Donc, il faut s'impliquer, il faut se rencontrer, s'échanger, et c'est dans des situations un peu comme ça. Le grand rendez-vous de la santé a un objectif de ça. Et on rattache tous ces efforts-là, on se rattache avec des partenariats et aussi avec le milieu scolaire et la population au complet. Donc, Parce que les saines habitudes de vie, ça commence jeune. Il Oui. faut que ça commence jeune. Exact. Puis très souvent, on fait de l'exercice à l'école, mais on sort de l'école et on ne fait plus d'exercice. C'est ça. C'est important de se garder un rythme de vie, toujours en ayant une place pour essayer de sortir un peu, de faire. Et la course et la marche sont des disciplines, c'est gratuit Oui, oui. et c'est simple. On peut faire ça n'importe où. OK. Chaque personne peut se donner un défi. Et le défi, ça peut être un défi de temps, ça peut être un défi d'effort, un défi de rencontre. Donc, on rencontre du monde, puis on se donne un rendez-vous, puis là, on a du plaisir. Et c'est dans cette orientation-là un peu. Donc, Beaucoup d'inscriptions jusqu'à maintenant? oui, ça va très bien. À cause de notre type, c'est d'atteindre 800 participants. 800 L'année passée, participants. on avait 750. Et à l'heure actuelle, des préinscriptions, on a sauté le 500 préinscriptions. Donc, ça va très bien. Et on poursuit, et on invite la population, on a jusqu'à la dernière minute sur place, il y a encore la possibilité de s'inscrire. On a des avantages un peu ceux qui s'inscrivent plus tôt, en raison que les tarifs sont moins élevés. Donc, vous avez jusqu'au 18 mai au soir. Là, les préinscriptions se terminent sur notre site Courir Baie-Saint-Paul. Et à partir de ce moment-là, ça retourne au départ, ça veut dire le matin même du 22 à partir de 7h30. Ça va être pour les lève-tôt, on C'est se ça, donne rendez-vous, on va les prendre un gens bon petit décident à la dernière café. minute. Bon, on va aller faire un tour après ça, on va aller faire ce grand rendez-vous-là. OK. Donc, ça commence Oui, pour à l'horaire. 7h30, mais les courses, eux autres, c'est à 9h30 que ça À commence. partir de 9h30, on commence avec les disciplines de 5 km. Donc, on parle de la course marche et aussi la course. Donc, les départs vont se faire en même temps, bien entendu. Après ça, plus tard, un petit peu en même temps que le demi, qui est à 10h45, 11h moins quart, vraiment dans ça. Les mêmes départs vont se faire, mais pas à la même endroit. Donc, il faut comprendre que le demi-marathon, c'est 21,1 km. Et on part avec la collaboration de la ville de Saint-Urbain carrément à cet endroit-là. OK. Et les gens vont être amenés au départ-là et par la suite, ils vont terminer leur course en faisant la boucle du 5 km. Donc Sur la 138, ils vont passer par la non, 138? ils vont descendre par le Rang-Saint-Laurent, qui est D'accord. plus sécuritaire. Ouais. Et ils vont arriver là, à Baie-Saint-Paul via le circuit du 5 km. Donc, pour le 10 km, c'est un parcours de boucle. C'est 2 fois le boucle de 5 km.
On mentionne que les gens aussi, à la population, cette journée-là, c'est sûr, vous allez voir passer beaucoup de monde le dimanche matin. On demande une collaboration sécuritaire. Il va y avoir des pointeurs à différents endroits. On a de la collaboration avec la Sûreté, avec le ministère du Transport. J'invite aussi, à l'heure actuelle, on a toujours besoin d'équipes de bénévoles. Oui, Donc, oui. soyez pas gênés. Vous pouvez le vivre aussi, cet événement-là, en tant que bénévole. Et c'est gratifiant, puis c'est intéressant, on en a besoin encore. OK. Donc, il s'agit de vous inscrire comme si vous vous inscriviez à faire une course, mais on a un onglet bénévole. Donc, nous, automatiquement, on va rentrer en contact avec vous, puis on va vous attribuer un petit poste. Et vous allez vivre aussi l'événement. Tout ça se passe aux alentours de l'école Saint-Aubin. Là. Saint-Aubin, C'est le point central. on va au point central. Les gens vont recevoir aussi différentes choses. On a de l'alimentation qu'on remet. On a De l'eau, j'imagine de aussi. l'eau. On a tous les services. Il y a aussi à tous ceux qui s'inscrivent à la marche et au 1 km, on remet un petit sac ici comme ça, OK. identifié à l'événement. Les 400 premiers inscrits au niveau des disciplines de course 5 et 10 et demi-marathon, on remet un chandail, OK, qui identifie aussi au rendez-vous de la santé. Donc, c'est plein de choses. On part pas de là les mains vides, quoi. Oui, puis on a plein de prix de participation aussi qu'on distribue. Super. Donc, c'est vraiment un événement intéressant. Naomi, toi, avec tes faux diagnostics versus là où ils ont fait une découverte, quand ils ont bien identifié ta maladie, c'est qu'ils t'ont donné ou prescrit une pilule qui, elle, est plus orientée vers les gens qui souffrent du Parkinson. Parce que, bon, toute maladie a des souches et des sous-souches et ça finit plus. Et quand tu as commencé à prendre ce médicament-là, ça a changé quoi dans ta vie? Ben, ça a changé que j'ai commencé à parler, Ah! à bouger. OK. Ça, c'est un gros pas pour moi. À l'été 2011, j'ai commencé à parler, au mois de juillet 2011. Auparavant, c'était... Non. Hein? Ben, je faisais des petits bruits, oui, OK. mais non. Ça a été un apprentissage à bouger, apprendre à contrôler mes mouvements aussi. Alors, ce médicament-là t'a permis finalement là, d'avoir un plus grand contrôle Oui. sur ton corps, dans le fond. Sur mon corps. Et ton mental par le fait même. Et mon mental. Oui. Ah, ben, regarde, hein, des fois, là, on découvre des choses comme telles. Dans le contexte, ce défi-là, pour toi, c'est important Oui. d'y trouver, parce que dans le fond, tu n'es pas obligé de faire ça. Là. Déjà, tu as une belle avancée dans ta vie. Là. Oui. Mais de venir participer puis de terminer avec 200 mètres en marche, tu n'es pas obligé de faire Je ça. veux Mais ça... donner de l'espoir au monde aussi, qui OK. est malade. Oui, Oui. effectivement. Donc, Ça plus musculaire ou n'importe quoi d'autre. là. alors, finalement, depuis 2011, tu es rendu à la fin du secondaire. Oui. Chapeau. Ouais. Chapeau. Écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de te revoir à nouveau, Oui. puis que tu viennes nous montrer encore l'amélioration que Oui. tu as pu avoir dans les années à venir du point de vue là, santé, et c'est tellement important. Oui. Alors, le gros rendez-vous, c'est effectivement le 22. Les inscriptions, c'est là, maintenant. Exactement. idéalement. Là, jusqu'au 18, en pré-inscription. À partir du 18, aller jusqu'à la journée, mais c'est malheureusement juste à la journée que Ouais. vous pouvez vous inscrire. Beau temps, mauvais temps. Beau temps, mauvais temps, salut. On souhaite, comme tout le monde, de belles températures. On est dû. Mais on est dû. On a besoin de ça un petit peu. Mais toutes les infrastructures vont être aménagées en conséquence, peu importe la température. Tout se fait au centre Saint-Aubin, donc à la polyvalente Saint-Aubin. Vous vous présentez. Les inscriptions vont être ouvertes par rapport au départ. C'est, disons, à chaque départ, 30 minutes avant chaque départ. D'accord. À partir après ça, ben, ça ferme progressivement jusqu'au dernier À un départ. moment donné, il faut avoir un départ. hein. C'est ça, Donc, il faut y exactement. fermer ces inscriptions. Je tiens à remercier 3 partenaires qui sont bien importants pour nous. Donc, on parle de Desjardins, Promutuel et aussi Brunet. Oui. Donc, c'est des partenaires qui sont là depuis tout le temps. OK. Et Desjardins est le partenaire qui présente Principal, cet événement-là. présent. Donc, je tiens à les remercier. Et on a plein d'autres partenaires aussi. Il s'agit d'aller consulter le site courierbsaintpaul.com. Et vous avez aussi tous les trajets. Donc, ceux qui veulent s'entraîner ou se préparer, vous Sur le pouvez site les Internet faire. de la Ville? C'est sur le site de courierbsaintpaul.com. C'est un site vraiment à part. Ou bien
tout simplement taper Rendez-vous de la santé Baie-Saint-Paul, vous allez le retrouver, ça va vous amener à ce site-là. Donc, vous avez les trajets, vous avez l'information aussi sur les heures de départ et tout ça. OK. Donc, on demeure aussi pour vous, si toutefois vous voulez avoir des informations en appelant à la ville de Baie-Saint-Paul, en me parlant, aucun problème, on va vous renseigner sur tous les petits détails. Super. Bien, Monsieur Martin Simard, la ville de Baie-Saint-Paul, Si bien, je peux merci. rajouter une petite chose, Ben oui. on ramasse des dons aussi. OK. Oui. Oui. Donc, j'invite le monde à amener l'argent pour les dons. Donner n'importe comment, ça va faire l'affaire. Ouais, C'est toujours ça de plus. C'est ça. C'est toujours ça de plus. Hein, tout est là. Et Naomi Labbé, merci beaucoup. Merci. Bonne chance dans ton défi. Merci. Au plaisir de te revoir et bon succès dans la vie. Merci. 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 Alors, Monsieur Daniel Gay, directeur du Centre d'études collégiales en Charlevoix, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Hein? On n'entend pas, c'est-à-dire on entend souvent parler, oui, du Centre d'études collégiales, mais on n'a pas eu l'occasion souvent, nous en tout cas, TVCO, de recevoir des gens qui viennent du Centre d'études collégiales en Charlevoix chez nous. Bien, on est très heureux de vous avoir. Ça me fait plaisir. C'est ma deuxième visite à votre émission. À notre émission? Ouais. Ouais. Oui. Ah. L'année passée, je suis venu. OK, c'est pas moi qui l'animais, je pense. Non. OK. De fait, le Centre d'études collégiales en Charlevoix, ça fait 22 ans que c'est dans Charlevoix comme tel. Ça existe là, depuis 22 ans ici. Effectivement. On a une perception, en tout cas, c'est peut-être une fausse perception, comme si c'était récent. Je ne sais pas qu'est-ce qui cause cette perception-là. Je ne sais pas si vous avez une idée, vous, là-dessus. Bien, le Centre d'études collégiales est toujours jeune. On accueille toujours de nouveaux étudiants, année après année. On est en développement. C'est un centre d'études qui fonctionne très bien. C'est un des centres d'études les plus dynamiques de la province en tant que tel. Ouais, ouais. Donc, on accueille 250 à 270 étudiants bon an, mal an, et dans différents programmes au niveau régulier. Et en plus de ça, on a nos services de la formation continue Charlevoix qui sont dispensés, ceux-là, autant à Baie-Saint-Paul qu'à la Malbaie. Parce que de fait, vous avez un campus et à la Malbaie et à Baie-Saint-Paul. En fait, on a nos installations principales, je vous dirais, sont à la Malbaie. Et à Baie-Saint-Paul, on développe nos services à tel point qu'on vient d'ailleurs de déménager dans l'ensemble conventuel des Petites Franciscaines de Marie, pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours. C'est tout récent, là. Vous êtes le premier officiel locataire, je crois, là. On est le premier locataire officiel et puis je me dois vraiment de souligner l'apport vraiment inestimable autant des Petites Franciscaines de Marie que de la ville de Baie-Saint-Paul dans ce projet-là, dans la réalisation de ce projet-là. Donc, sans ces deux partenaires-là, on n'aurait pas pu réaliser ce déménagement-là ou cette installation-là. Alors, depuis 10 jours, dans le fond, si les gens veulent vous contacter, ils se présentent aux Petites Franciscaines. Ils peuvent se présenter au 57 rue Ambroise-Fafard, au coin de la rue Forget, et c'est là qu'on est installé. Pour attirer les jeunes, je pense que c'est l'ancien hôtel Victoria. Ah oui? Cette portion-là de la maison-mère. Ah, OK. Ouais, comme il n'y a plus d'hôtel, de toute façon, c'est le centre d'études collégiales. C'est parce que je fais le lien, quand on est jeune, on aime bien le party. Alors, à partir de là, je dis c'est souvent la clientèle, mais je ferme la parenthèse. Donc, vous disiez que vous touchez autant les jeunes, le gros de la clientèle, parce que quand vous dites là, 260, 270 étudiants, c'est principalement des jeunes qui viennent de Charlevoix? Essentiellement, oui, mais on a généralement autour de 10 de nos étudiants qui viennent de l'extérieur de Charlevoix, quelques-uns de l'international, mais d'autres qui viennent d'autres régions là, du Québec. Ça, c'est au niveau du secteur régulier. Au secteur professionnel, au secteur plus de la formation continue Charlevoix, c'est beaucoup plus des gens de la région. De la région comme telle. Oui. En fait, ici, le cégep, on l'appelait comme ça, je dis le centre d'études collégiales, c'est un prolongement du cégep de Jonquière. Oui, en fait, on relève du cégep de Jonquière. Donc, à 260 ou même à 300 étudiants, on n'aurait pas les moyens de créer un cégep avec une masse aussi petite, je vous dirais, d'étudiants. Et compte tenu de la situation démographique dans Charlevoix, c'est difficile d'imaginer qu'il y aura éventuellement un cégep. Par contre, il y a des besoins qui sont là, qui sont clairement là, et c'est important d'y répondre. Donc, il y a, c'est ça, 22 ans environ, le cégep de Jonquière a reçu le mandat de créer le centre d'études
d'études collégiales à la suite de pression du milieu ici. Les gens se sont mobilisés puis ont dit hey, on a besoin d'un cégep ici. On ne veut pas que nos jeunes continuent à s'exiler et puis ne reviennent pas. Donc, on veut absolument avoir ça. Puis, il y a même eu des marches qui ont été faites et suite à ça, bien, le cégep, le centre d'études a été créé. Parce que les jeunes qui vont au cégep ont quoi, 16, 17, 18 ans, grosso modo? Bien, oui, mais pas juste ça. On a de plus en plus d'adultes qui font des retours aux études et puis des gens avec des familles, des enfants et tout. D'ailleurs, on le voyait cette semaine, on a eu une soirée reconnaissance pour souligner le travail de nos étudiants du secteur technique et il y avait beaucoup de conjoints, il y avait des parents évidemment aussi, mais il y avait des enfants aussi là-dedans. OK. Ouais, ouais. Ah, bien, regarde, c'est bien de savoir qu'effectivement, on a une implication de la population puis basée sur les services offerts, les programmes offerts. Parce que les programmes offerts, ça a-tu été fait, imposé par le cégep ou bien non, ça a été négocié dans le fond au Charlevoix et voici nos besoins, voici ce qu'on aimerait avoir? On a une grande attitude au niveau de la direction du Centre d'études collégiales. Il y a des fonctions, évidemment, qu'on partage avec Jonquière au niveau financier, au niveau des ressources humaines. On travaille avec eux conjointement, mais on établit quels sont les besoins, puis à partir de là, bien, on regarde quelles sont les possibilités de démarrer des programmes. Donc, il y a des incontournables. Sciences humaines, sciences de nature sont des programmes incontournables. Au-delà de ça, bien, il y a des programmes techniques. Et les programmes techniques, il y a aussi des incontournables, comme par exemple soins infirmiers, qui est un incontournable. Et plus récemment, on a un programme qui a démarré, le programme d'éducation spécialisée, qui accueille un bon nombre d'étudiants et pour lequel il y a des besoins locaux. Donc, l'idée, c'est de répondre aux besoins, essentiellement. Et puis, bien, quand il y a de nouveaux besoins qui émergent, bien là, on regarde quelles sont les possibilités de démarrer un nouveau programme, tout en gardant à l'esprit qu'on ne veut pas vider un programme pour en remplir un autre, parce qu'il n'y a pas d'avantage en tant que tel à faire ça. On a des contraintes, évidemment, oui, au niveau économique, comme toutes les institutions. Est-ce qu'il y a des statistiques qui disent que ceux qui, finalement, ont choisi de faire leurs études ici, au niveau collégial, restent dans Charlevoix après? Il y en a qui partent, évidemment, mais la majorité reste. Et puis, bien, c'est en fonction, évidemment, des besoins du marché. Oui. Donc, les gens doivent travailler. Et il est certain que des gens qui vont se former dans un programme technique, donc un programme terminal, qui obtiennent un diplôme soit d'infirmière ou encore de technicien ou technicienne en éducation spécialisée, vont avoir, je dirais, une pression plus grande pour rester dans le milieu parce que il y a des boulots ici, par opposition aux programmes préuniversitaires qui conduisent inévitablement à l'université. Ouais. Donc, si on va passer 3 ans à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, bien, peut-être qu'il y a des choses qui se développent pendant ce temps-là, une relation de couple, un travail qu'on voit, une opportunité qui fait que, bien, on va peut-être moins revenir. Mais il y a beaucoup de gens qui passent un certain nombre d'années à l'extérieur de la région après leurs études et qui, finalement, sont attirés. Ils disent, bien, moi, j'ai le goût de revenir chez moi, puis leur chez eux, c'est vraiment Charlevoix. Bien, tant mieux. Puis le fait d'aller voir ailleurs aussi, ça permet très souvent de se faire une meilleure idée quand on revient. De dire, bien là, il y a des besoins spécifiques, puis j'ai le goût de m'impliquer, puis de faire ma part, quoi, finalement, dans le contexte présent. Ah, bien. Quand on parle de cégep et autres, je sais qu'à un moment donné, le gouvernement voulait faire disparaître des niveaux, entre autres le cégep, pour X raisons. Je dis, c'est-tu mort, cette idée-là? C'est-tu toujours dans l'air? Écoutez, il n'y a rien qui nous permet de penser qu'on va arriver à ça. Plus récemment, la ministre de l'Enseignement supérieur a dit que non, pour elle, l'ordre d'enseignement collégial est un ordre important. On peut toujours jouer dans les structures, mais bon, ça ne donne pas au bout de la ligne. Donc non, je vous dirais que pour l'instant, même si ça revient périodiquement, il n'y a jamais personne qui a fait des travaux sérieux et dit, bon, bien, on s'en va vers ça, puis on pose des jalons pour y arriver. Bon, ça fait que finalement, on continue d'opérer puis on s'en va dans le bon sens des choses. Là. Oui, on est là pour rendre service. Oui. C'est super. Dites-moi, la perception que l'on avait, parce que souvent c'est une perception, vous l'avez mentionné tantôt, le gros des cours se donnait à la Malbaie. Par le fait même, on avait une perception que le centre d'études était moins présent ici à Baie-Saint-Paul. Pour faciliter un peu le service offert, je pense que vous avez mis sur pied une aide particulière. Là. Effectivement. Mais vous avez raison, la perception que le centre d'études est moins présent
à Baie-Saint-Paul, c'est une réalité. Donc, nos installations sont essentiellement à la Malbaie. Maintenant, il n'en reste pas moins qu'on trouve extrêmement important de desservir la population de Baie-Saint-Paul. Et malheureusement, compte tenu du nombre d'étudiants qu'on a, ce n'est pas possible pour nous d'avoir 2 campus. Ouais. Donc, si ça l'était, évidemment, on aurait sauté sur l'occasion et on l'aurait réalisé depuis longtemps. Pas comme 2 hôpitaux, là. Ouais, au niveau des hôpitaux, ça a l'air d'être un peu différent. En ce qui nous concerne, c'est pas tout à fait, c'est pas possible. Donc, on essaie de remédier à les situations et une des mesures qu'on a mises en place il y a maintenant 2 ans, c'est une allocation au transport. Donc, tous les étudiants qui viennent de quelque lieu que ce soit, s'ils résident à 25 km et plus du centre d'études, ont droit à une allocation de transport de 300 $ par année. Wow. Donc, ça donne quand même un coup de main. Ça permet aussi de démontrer notre intérêt. Évidemment, c'est incomplet, mais c'est quand même ça. Donc, on a l'intention de développer nos services à Baie-Saint-Paul. D'ailleurs, notre déménagement dans l'ensemble conventuel des Petites Franciscaines de Marie va exactement dans cette direction. Avec un pignon sur rue, un endroit carrément centre-ville, de façon à être beaucoup plus visible. Exactement. Alors, c'est un incontournable. Puis le fait de cette aide financière-là, c'est aussi vrai pour les gens qui sont dans l'Est, autour de la Malbaie, que les gens qui sont dans l'Ouest, ici autour de Baie-Saint-Paul. Le 25 km, c'est très intéressant parce que, bon, Petite Rivière est ici versus l'île aux Coudres est ici. C'est à peu près ça, dans le fond, comme distance. Oui. Oui, à partir des éboulements, là, la location est disponible. Puis de l'autre côté, du côté de Saint-Siméon, là, ça commence à être disponible aussi. Saint-Irénée vers la Malbaie et autres, ouais, au moins, c'est un plus, quoi, là. C'est pas Oui, tout le monde. oui, c'est un plus, effectivement. C'est super, ça. Alors, dans les fêtes, est-ce qu'on prévoit d'autres programmes qui pourraient venir s'installer dans Charlevoix suite à l'expérience que l'on a depuis ces 22 dernières années? On regarde quelles sont les possibilités, mais comme je vous disais, c'est difficile de penser qu'on va démarrer un autre programme sans envisager l'impact qu'il va y avoir sur les programmes existants. Donc, on ne veut pas démarrer un programme pour en vider un autre qu'on serait éventuellement obligé de fermer ou de suspendre. Donc, c'est un peu la problématique à laquelle on se bute. Par contre, au niveau de la formation continue, on est toujours à l'affût de nouvelles formations. Il y en a une d'ailleurs qu'on dispense pour la 3e année consécutive, c'est la cueillette de champignons sauvages. Oui, donc c'est un programme qui a un grand succès. Tout ça, là. Oui. Puis j'écoutais récemment quelqu'un, en tout cas, je pense que c'était sur une autre station, même la Rive-Sud, ça se développe un peu partout en région, la cueillette, là. C'est assez exponentiel, là. Oui. C'est extrêmement intéressant. Les gens aiment aussi la nature. Il y en a qui le font par goût, pour s'amuser. Il y en a qui le font aussi, qui développent même des entreprises. Là. Ben oui. Parce qu'il y en a quelques-unes dans Charlevoix, là. C'est quand même intéressant. Oui. On est proche des gens, on est proche de ce que la région peut offrir. Oui. Et on a aussi toutes sortes d'autres formations, comme par exemple, on offre une formation en gestion de ressources humaines. C'est une nouveauté de cette année qui a très, très bien fonctionné. Okay. Dans certains cas, c'est difficile de démarrer une formation parce qu'on n'a pas assez d'étudiants. À ce moment-là, on travaille en collaboration avec un autre cégep. Et là, c'est un bel exemple d'une collaboration avec le cégep de Jonquière. On a une formation en éducation à l'enfance. Donc, les étudiants suivent la formation à distance avec des gens de Jonquière aussi. Donc, ça se fait alternativement à Baie-Saint-Paul et à la Malbaie. Alors, il y a des cours à distance aussi. C'est Internet, dans le fond, tout ça? Oui. La formation à distance est vraiment un incontournable maintenant. Parce qu'on a une foule de formations qui sont disponibles. Et puis, dans plusieurs cas, puis c'est pas un exemple, c'est pas unique à Charlevoix. Il y a beaucoup d'endroits, dans le fond, où la masse critique n'y est pas pour démarrer des formations. Et puis, donc, on peut suivre une formation qui se donne à différents endroits via Internet. On a juste à se déplacer pour passer les examens? Oui, dans certains cas, oui. Dans certains cas, oui. Et dans d'autres cas, il n'y a pas d'examen. Quand ce n'est pas une formation qui conduit à un diplôme nécessairement, il n'y a pas d'examen à ce moment-là. On apprend tous les jours, c'est le fun. Monsieur Daniel Guy, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir à nouveau pour reparler. S'il y a des nouveaux programmes, vous êtes le bienvenu. Mais chose certaine, moi, je veux suivre le développement, effectivement, du Centre d'études collégiales en Charlevoix, là, tel qu'on le vit aujourd'hui. Puis demain, ça va être quoi? Puis après-demain, en tout cas, c'est toujours intéressant d'entendre parler sur l'éducation, quoi.
Bien, je vous remercie de m'avoir reçu et puis ça va nous faire plaisir de vous communiquer toutes les informations, les développements qu'il y a au niveau du centre d'études. Puis actuellement, il est encore temps de s'inscrire, je crois. Il est toujours temps de s'inscrire pour la session d'automne 2016. Il suffit d'envoyer son dossier de candidature et puis nos programmes sont toujours disponibles. Une adresse particulière? Vous pouvez aller sur le site du CECC, donc cecc.qc.ca ou centre d'études, vous cherchez sur Google et puis vous allez le trouver facilement. Oui, aujourd'hui, avec les mots-clés, c'est difficile de s'y perdre. Exactement. Monsieur Higuet, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Et bonne fin de journée et bon succès, effectivement, dans vos nouveaux édifices, vos nouvelles salles. Merci. Merci. Joanne Vigneault, directrice de l'espace muséal des Petites Franciscaines de Marie, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Bien, merci. Alors, malgré tout ce qu'on entend à droite et à gauche, l'espace muséal va être encore bien en place cet été du moins et pour plusieurs autres années, là. Oui, mais de toute façon, c'était dans l'intention des religieuses, même si elles ne vendaient pas le complexe tout de suite, d'assumer la survie de l'espace muséal. Donc oui, on va être à nouveau ouvert cette année, à compter du 18 juin et jusqu'au 16 octobre, avec un horaire estival similaire à l'an dernier, donc 7 jours semaine de 11h à 5h. Et à l'automne, ça va tomber à 5 jours semaine. Mais à l'automne, la nouveauté, c'est qu'on va être ouvert seulement l'après-midi. Bon, Équipe plus réduite et on a constaté qu'il y avait, les gens entraient plus en après-midi que le matin. Donc, on est... le matin, l'automne, on prend ça relax. Ouais. Le touriste fait le petit tour, Donc, aller déjeuner. Nous, on prendra pas nécessairement ça relax comme les touristes et la population. On va être dans nos bureaux à travailler, mais ça permet ça restreint pour les heures de visite, mais nous, ça nous permet d'abattre le reste du boulot. Ouais. Quand on va à l'espace muséal, on connaît le musée comme tel, les médias. Il y a aussi, je pense qu'on a accès à l'exposition temporaire. On a accès à la chapelle aussi. Oui, bien sûr. Donc, c'est les éléments qui composent l'espace muséal. Oui. Alors, il y a vraiment l'exposition permanente, donc les 4 salles qui portent sur la congrégation des Petites Franciscaines de Marie. L'expo temporaire, qui cette année est la même que l'an dernier, donc un héritage de valeur sur Saint-François d'Assise, leur patron. On n'a pas travaillé à modifier cette exposition parce qu'on savait que les sœurs, en déménageant, elles nous apporteraient énormément d'objets à numériser, à entrer dans la collection. Et la mise en place d'une exposition, ça sollicite quand même beaucoup notre conservatrice, Mme Brochu. Donc là, elle est déjà, elle en a déjà plein les bras avec les objets qui lui sont apportés. Donc, on conserve l'exposition de François d'Assise et c'est quand même, ça reste d'actualité, cette exposition-là. Et il y a, oui, un certain nombre de gens qui sont venus, mais c'est pas tout le monde encore dans Charlevoix qui a eu l'occasion de voir cette expo-là. Alors, on la prolonge d'1 an. C'est ça le fun, si c'était tout le monde, on sait pertinemment que c'est pas tout le monde, là, mais je veux dire, le plus de monde un peu possible. Plus, ça serait bien. Puis, ensuite, on veut la rendre itinérante. On aimerait que d'autres musées et d'autres régions la voie. On a d'ailleurs une paroisse en banlieue de Montréal qui nous a déjà manifesté son intérêt pour exposer une partie de notre héritage de valeur sur Saint-François. Ça donne une autre perspective, là. Oui, bien, c'est une valorisation et reconnaissance de notre travail, donc on est content. Mais aussi, ça fait en sorte qu'on peut le partager avec davantage de gens. Parce qu'actuellement, on entend beaucoup parler des églises, les avenirs de ces édifices-là. Il y a comme une recrudescence de tout ce qui est le patrimoine religieux en termes d'importance à y accorder. Le hasard a fait ce matin que j'écoutais quelqu'un de Québec par rapport aussi à des gros édifices là, qui malheureusement fait en sorte qu'ils sont moins achalandés qu'avant, mais qui représente une valeur, même économique, en termes de retombées par rapport à l'aspect touristique, là. Ah bien, c'est sûr. C'est sûr que
Il y a le tourisme culturel, c'est un fait depuis plusieurs années. Si on regarde au Québec, il y a comme, je ne sais pas combien de centaines de milliers de visiteurs qui vont à la basilique à Sainte-Anne. Alors, le tourisme religieux est encore très présent. C'est sûr que nous, on est un peu excentrés. Alors, ce n'est pas tous ceux qui vont à Sainte-Anne qui vont continuer la route dans les montagnes pour venir jusqu'à nous. Mais c'est quand même, on reçoit un nombre de visiteurs pour qui la visite est axée vraiment sur les lieux qui ont un caractère un peu plus, pas toujours sacré, mais spirituel, je dirais. Ouais. Puis là, avec le Jardin de François, en plus, c'est un autre endroit pour dire, spirituellement parlant, c'est très zen. Là. J'ai hâte de le voir cette année là, avec un petit peu plus de... Il va évoluer, ça. Oui, puis là, on va pouvoir assister à différentes floraisons parce qu'on va avoir la saison d'été aussi dans le jardin. Alors, ça sera sûrement très agréable. OK. Il y a une nouveauté aussi. Vous allez avoir une exposition de photographie. Oui, en fait, l'été dernier, on s'est fait beaucoup demander par les visiteurs à l'espace muséal, est-ce que je peux me promener dans les édifices, dans le complexe? À quoi ça ressemble? Est-ce qu'on peut visiter? Alors, la réponse était toujours non. C'est un milieu de vie. Mettez-vous à la place des religieuses. Rencontrer des étrangers dans leur espace de vie, c'est pas... c'est comme si on laisse la porte ouverte chez soi puis que quelqu'un entre puis on le connaît pas. Alors... ça nous a fait réfléchir, la conservatrice et moi, et l'idée a germé de faire un projet photo. Alors, on a invité les membres de la clique qui étaient intéressés à faire des safaris photos dans la maison mère. Alors, du sous-sol au grenier, dans des espaces occupés, des bureaux, des chambres, pour pouvoir montrer un peu, pendant la saison estivale, une partie du résultat de ces safaris. Donc, les gens pourront voir des images de différentes pièces dans lesquelles ils n'ont pas accès pour répondre un peu à leur interrogation. On est passé par des intermédiaires pour aller voir, puis en même temps montrer. Oui. Et nous, en même temps, c'est la clique qui a La clique, c'est la Corporation Lumière-Image de Charlevoix, c'est le club photo. Des bons photographes là-dedans, donc on va avoir des belles ça choses. va des gens amateurs jusqu'aux aux professionnels, parce qu'on a Pierre Rochette, on a François Rivard qui sont membres du club. Mais c'est tous les niveaux, donc. Et il y a une trentaine de membres, il y en a 18 qui ont répondu à l'appel, donc c'est presque le 2/3, et chacun a sa vision aussi. Oui. Il y a eu des prises d'ensemble générales, il y a eu des détails de certaines portes, de certains coffres-forts. Alors, ils se sont vraiment promenés dans presque tous les recoins de la maison. L'idée, c'est vraiment de partager à quoi ça ressemble. Et on tenait à ce que ce soit fait pendant que les religieuses sont encore là, pendant que c'est encore un lieu habité, en vie. Et ça va servir aussi de document d'archives pour les religieuses et pour l'espace muséal. Donc, c'est une belle collaboration là, avec le Club Photo. L'idée est bonne, l'idée est excellente. Et ça va répondre à certaines interrogations de nos visiteurs. Peut-être que certains seront plus frustrés parce que là, ils vont dire « Ah, j'aurais aimé ça le voir en vrai », mais au moins, ils auront la photo. On ne peut pas tout savoir. Après ça, là, ça va être la nouvelle vocation, effectivement, des Petites Franciscaines en termes de bâtiments là, dans un avenir assez rapproché. Oui, alors c'est sûr que les bâtiments vont beaucoup changer dans les prochaines années ou dans les prochains mois même. Ah oui, surtout qu'avec le projet de la ville, je pense quand même un projet intéressant dans le sens où ça peut devenir un vecteur d'enrichissement collectif en réalité. Là. Ça fait que ça peut être très intéressant. À suivre, quoi. À suivre, oui. Hein, comme on dit. Vous êtes aussi à la recherche d'un guide animateur. Bien oui. À chaque année, l'Espace engage des étudiants pour la saison estivale. Et cette année, on a eu un certain nombre de candidatures, mais surtout des gens de l'extérieur qui réalisent à un moment donné que Baie-Saint-Paul, c'est pas si proche. Puis si je connais pas quelqu'un, que j'ai pas un parent, un ami, je vais passer ma paye à payer mon logement. Alors, on a eu des désistements parmi nos candidatures. Alors, on est encore à la recherche d'un étudiant pour le poste de guide animateur cet été. Et le poste débuterait le 13 juin.
donc quand même dans à peu près un mois. Oui. Les gens ont jusqu'au 20 mai pour envoyer leur candidature. Les détails sont sur le site web de l'espace muséal, qui est espacemuséalpfm.com. OK. Ouais. Bon, alors on souhaite que vous alliez trouver ce guide. Nous aussi, nous Vos aussi. guides, vos guides. Normalement, il peut y avoir combien? Dans les dernières années, il y avait 2 personnes, 2 guides. Cette année, on a 2 guides plus un préposé qui n'est pas étudiant et qui pourra également faire certaines heures à l'automne. OK. Et le préposé est essentiellement à l'accueil. Les Ah. guides sont responsables de renseigner les visiteurs dans les salles d'exposition, d'interagir avec eux et de faire à certains moments précis des visites guidées. Parce que cette année, on a établi un horaire précis pour les visites guidées, formelles, d'une durée de 3/4 d'heure à peu près. Oh, là. bon, regarde, il y a quand de quoi. Il y a du contenu de toute façon. Oui, oui. Tout ce changement-là ou toute cette annonce-là qui a été faite par le Conseil de ville cette semaine, en quoi ça a bien influencé votre futur, vous, au niveau du musée? C'est sûr qu'il y a des zones grises parce que là, on a appris qu'à partir du 1er janvier 2017, on tombait sous la responsabilité de la ville. C'est une bonne nouvelle dans le sens que auparavant, tant qu'il n'y avait pas de vente, il n'y avait pas de décision d'annoncer, on était dans l'indécis. Oui, l'intention des religieuses était de conserver l'espace, mais des fois, il peut arriver, on a déjà vu d'autres congrégations où le promoteur dit oui, 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 puis après ça, il fait ce qu'il veut. Alors, on avait toujours un peu une épée de Damoclès sur la tête. Et là, au moins, on sait que l'endroit où on travaille, l'endroit qu'on chérit, est protégé pour 14 ans. Alors, c'est une bonne nouvelle. Ça nous permet de continuer à faire du développement puis à dire, bien, on le fait, on est sûr qu'on ne le fait pas inutilement. Ouais. Alors, c'est bien. C'est sûr que la forme que ça prendra, on est habitué de travailler, d'opérer avec la hiérarchie des petites franciscaines. Ça sera sûrement différent. Mais en soi, c'est une bonne nouvelle que le patrimoine sur lequel ça fait presque 10 ans maintenant, l'an prochain, ça va faire 10 ans que l'espace muséal est ouvert au public. Alors, on est content de savoir que ça reste. Ouais, 24 ans au moins, toute proportion gardée. Oui. Hein? Ouais. Oh, bien, regarde, dans le fond, tout est évolutif dans la vie. Fait que oui. À là, suivre. On va fêter 10 ans l'an prochain. Après, ça sera 25, 50. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben, Joanne Vigneault, merci beaucoup de votre visite. Bien, merci à vous. Et bon succès au musée, à l'espace muséal des Petites Franciscaines cet été. On vous souhaite plein de visites extérieures des touristes, mais bien sûr des gens de la place qui aillent se l'approprier avant que ça disparaisse. Là, façon de parler. Oui, mais nous, on reste là. Voilà, c'est ça qui est important. Merci. Merci. Et voilà, une autre émission qui s'achève. Merci à nos invités. Comme vous avez pu vous en rendre compte, il y a des gens motivés dans la vie et c'est très important de se servir de ces personnes-là à titre d'exemple pour se motiver soi-même également. Alors, je remercie Normand Gauthier à la technique. Je remercie la bibliothèque René Richard qui nous accueille de semaine en semaine pour l'enregistrement de l'émission. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez traiter dans le cadre de cette émission, bien, contactez-nous à TVCO au 88 435 51 34. D'ici là, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci et soyez heureux. Au revoir.